Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui j'ai besoin de votre aide pour que vous puissiez m'accompagner parce qu'aujourd'hui je m'apprête à me lancer dans une aventure assez épique avec la présentation et le déballage de City of Kings. Oh, ça c'est de la grosse boîte mes amis. L'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Nous avons donc sous les yeux la gigantesque, la gargantuesque boîte de City of Kings. Et à première vue comme ça, je crois qu'on ne remarque pas à quel point elle est immense, bien que rien n'y soit indiqué sur la couverture de la boîte. J'ai entre les mains la version Kickstarter Deluxe, alors avec un lot de composantes supplémentaires et améliorées. Et à titre de comparaison, pour que vous ayez une petite idée de la grosseur de la boîte, j'ai sorti juste ici la couverture d'Anachronie, qui est une énorme boîte également. On remarque donc qu'en termes de longueur, celle d'Anachronie est un peu plus longue, mais c'est vraiment en termes de largeur, de profondeur plutôt, que la boîte de City of Kings se distingue. Si je place mon doigt comme ceci et que je viens appuyer mon pouce juste pour voir en termes de largeur supplémentaire, vous voyez ici, là, j'ai quand même 2 phalanges de plus en termes de largeur pour City of Kings et cette boîte est lourde, elle est très lourde. J'ai peur de la retourner de côté. Donc, The City of Kings était un projet qui était sur Kickstarter l'année dernière. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, un jeu épique d'aventure, d'exploration, un jeu narratif aussi. Donc pour 1 à 4 joueurs, il y a la possibilité de jouer en solitaire à condition qu'on décide de jouer 2 héros à la fois pour balancer un peu le tout. C'est un jeu dans lequel on va retrouver un paquet, tout un lot de composantes, toutes plus excitantes les unes que les autres. Et j'aime bien le fait que nous ayons la version de luxe entre les mains parce que ça va nous permettre de voir et de distinguer la différence avec la version qui est de base tout simplement. Alors, on va essayer d'ouvrir cette gigantesque boîte et là, il faut que je m'y prenne à 2 mains. Pas le choix parce que c'est gigantesque. Et donc, la première chose qu'on remarque à l'intérieur, ce sont les livrets de règles. Je dis les parce qu'on en remarque 2. Nous avons ici, ça doit être le livret principal dans lequel nous allons avoir les règles de jeu. Alors, une petite table des matières, une vingtaine de pages, un peu plus quand même, 28 pages au livret. On a ici les composantes de jeu, les références rapides, et là, on parle déjà de la mise en place. Et de ce que j'ai lu sur Board Game Geek, la plupart des gens qui ont eu la chance d'y jouer déjà se réfèrent aux livres de règles comme étant, qualifient plutôt les livres de règles comme étant l'un des meilleurs livrets écrits dans l'univers du jeu de société. Pour un jeu de ce poids-là, de ce qu'on dit, le livret de règles est très clair, très précis, appuyé de nombreux exemples illustrés et apparemment que c'est une excellente référence. Alors j'ai bien hâte de voir si on s'y retrouve parce que c'est tout de même un gros jeu avec beaucoup de possibilités, beaucoup d'icônes. Alors j'ai bien hâte de voir si c'est aussi clair que ce que la critique en dit. Nous avons aussi un livret de Quick Reference. Donc une fois que nous avons passé à travers celui-ci, on peut plonger dans une partie et se référer à nos références rapides. Donc probablement plusieurs mots-clés qu'on va pouvoir retrouver sur certains de nos personnages ou peut-être des rencontres, des créatures qu'on va rencontrer, des habiletés, des mots-clés par rapport aux quêtes. On a également les descriptions des différentes tuiles qui vont composer la carte, les jetons qu'il est possible de récupérer et un petit résumé d'un tour de jeu. Alors ça, c'est toujours bien pratique de garder ça à portée de main. Si on continue notre exploration, ben oui, c'est un jeu d'exploration, mais seulement l'exploration de la boîte est déjà une aventure en soi. On a 2 grandeurs de sacs refermables, un peu plus petits et beaucoup plus grand. Alors ça nous indique déjà qu'on aura probablement beaucoup d'éléments de jeu à ranger. Nous avons ici
3 jolis sacs de velours. Pour ce qui est de mémoire, ce sont les habilités des créatures que nous allons plonger dans ces sacs. Les habilités qui sont classées en 3 niveaux, les habilités de monstres faciles, médium et difficiles. Donc plein de jetons que nous allons balancer dans ces sacs. Et un peu plus tard, lorsqu'on verra les créatures, nous avons des petites barres qui nous indiquent combien d'habilités ces créatures ont et quelles difficultés celles-ci vont s'attribuer. Donc les créatures sont générées un peu de façon aléatoire. Nous avons ici, aucune idée de ce que ça peut représenter. Alors probablement une simple petite lettre de mise en bouche pour le contexte du jeu. Alors probablement, ouais, ça ressemble à ça. Alors, il va falloir que je lise ça avant de me plonger dans l'aventure. Nous avons une petite feuille qui est la référence pour la version Deluxe. Alors ça ne doit pas se retrouver dans la version de base parce que on va retrouver un peu plus creux dans notre boîte deux jolis traits ou inserts comme ceci qui vont faciliter notre mise en place dans laquelle on va pouvoir entrer nos jetons, nos ressources également. Donc, on a une petite indication ici qui est suggérée pour la mise en place des jetons, des différentes ressources et de l'autre côté des dés. Et là, on a tout bien détaillé ce qu'on va y retrouver, des cartes aussi, des jetons des joueurs. Alors, super intéressant parce que on a bien beau se faire offrir un petit insert comme ça lorsqu'on est laissé par soi-même parfois. C'est pas utilisé à son potentiel maximum. Alors de cette façon, ce sera possible de faire un rangement qui sera efficace pour éviter d'avoir plein de petits sacs refermables justement dans notre sac et de pouvoir sortir ça et d'être prêt à jouer. Donc ça, c'est bien apprécié. C'est un des ajouts pour ce qui est de la version de luxe. Un autre ajout, c'est ces ressources qui sont des ressources custom ou de découpe unique. Alors, on a ici, je pense que ça doit représenter le blé, tout simplement, avec sa découpe habituelle, comme dans bien des jeux. Nous avons ici les petits poissons, avec une découpe bien particulière. Je ne sais pas si on les voit très très bien. Nous avons ici le bois. Alors, le bois, je peux bien en sortir quelques exemplaires parce que au lieu d'être un bio, on a fait des petites piles de bois. Donc, voici les petites piles de bois comme ceci, bien sympathiques. Nous allons pouvoir récupérer et chacune de ces ressources est en bois également. Donc, pas des ressources en plastique ou en résine, c'est en bois. Ici, je crois que ça représente tout simplement la pierre qu'il sera possible de récupérer. Et ici, je ne me souviens pas exactement, peut-être de l'aide militaire extérieure, parce qu'ici, ce sont des armes, des haches qu'il est possible de récupérer. Alors, bien content d'avoir ces petites ressources améliorées parce que dans la version de base, eh bien, on a quand même ces ressources, mais elles sont illustrées sous forme de jetons de carton. Je pense que nous les avons quand même dans la version de luxe. Ça nous offre tout simplement la possibilité d'utiliser l'un ou l'autre. Un peu plus profond, nous avons nos 3 sortes de dés. Je crois que nous avons les dés pour ce qui est des fouilles, de la récolte et un autre type de dés, je crois que c'est pour la chance ou quelque chose comme ça. Selon leur couleur et les faces que nous allons obtenir, eh bien, ça va représenter tout simplement ce qu'on obtient. Je pense que ça ici, c'est pour je crois que c'est pour les récoltes. Les bleus, je crois que c'est pour la fouille et les verts pour la chance. Donc, chacune des faces est incurvé, si on veut, c'est pas vraiment ça le bon terme, là, mais est marqué tout simplement et creusé à même le dé et coloré. Des dés de très bonne qualité qui roulent certainement à merveille. Un peu plus creux, nous avons tout ce qui est utilisé par les joueurs. Donc des marqueurs d'action, nous avons des marqueurs pour les aptitudes sur le plateau qui sont des petits cubes. Ici, nous avions des cylindres et ici, nous avons des petits cylindres, mais tout simplement plats qui vont être utilisés pour, entre autres, les skills, qui sont un peu comme les habiletés, si on veut, qu'il sera possible de développer en cours de partie. Et nous avons des petits cubes rouges pour marquer le nombre de points de vie des joueurs, mais également
des créatures. Alors, tous ces marqueurs vont s'ajouter sur notre plateau de jeu individuel qui est encore plus profondément dans la boîte. On a continué notre exploration pour réussir à les trouver. Nous avons ici des petites bases pour des standees parce que dans cette version du jeu, eh bien, les créatures vont être représentées par de grandes bannières et les joueurs par des petits standees. Il existe un pack avec les miniatures des figurines pour remplacer ceux-ci, mais ça va tout de même fonctionner à la perfection. On a une petite aiguille ici, alors avant de partir en détresse, non, ce n'est pas un spinner. Je crois que nous n'avons pas nécessairement à le faire tourner de façon aléatoire. C'est tout simplement pour, on va le tourner de façon manuelle. Il y a un petit plateau à l'intérieur là-dedans. Là, je me souviens plus exactement à quoi ça fait référence, mais une fois de temps en temps, on doit l'avancer manuellement pour faire progresser les différentes manches ou quelque chose comme ça. On a ici des petits emballages particuliers. C'est peut-être des ajouts dans la version Deluxe ou peut-être des stretch goals, je ne sais pas exactement. Alors ça, je crois que c'est l'endos des cartes équipement. Et ici, ce sont les cartes de lieu ou de quête, quelque chose comme ça. Et nous avons ici une quête individuelle, entre autres, avec l'aptitude qui doit être testée, stacking. On va lui demander de faire des piles de ressources. Alors, il y a un petit aspect quand même au jeu où est-ce qu'on a parfois des événements ou des quêtes secondaires, où est-ce que plutôt que d'aller récolter quelque chose de bien précis, on va demander de tester une aptitude de dextérité, par exemple, en essayant de faire une pile avec des ressources en utilisant une seule main. C'est rien de central, c'est tout simplement une possibilité pour les joueurs d'obtenir quelque chose de façon un peu plus accessible, drôle en même temps, mais le jeu ne tourne pas du tout autour de ça. Je crois que c'était simplement l'un des stretch goals qui avait été débloqué. On a ici un gros paquet de cartes. Là, ça, je me souviens pas exactement. C'est des quêtes. C'est des quêtes, je crois, cet endo. Alors, on a un exemple de quête ici avec un peu de texte, de description et des options qui s'offrent à nous. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir effectuer? Donc, ce qu'on doit faire et la récompense correspondante si on réussit. Alors, il y en a tout plein. Nous avons ici des cartes de mise en place, entre autres. Donc, pour le scénario, on a ici les différentes caractéristiques pour le nombre de joueurs, les statistiques, la mise en place du plateau, les lieux de départ. De l'autre côté, pour l'histoire numéro 1, je crois que dans ce jeu, on a un scénario d'introduction et je crois qu'on a 7 ou peut-être 9 stories. Chacune des stories représente donc une histoire et chacune de ces histoires est découpée en chapitres, tous d'une durée approximative entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc ça nous fait quand même plusieurs scénarios à essayer et avec toutes les quêtes annexes qu'on peut trouver aussi. Ça nous donne donc beaucoup de possibilités. Et là, vous voyez qu'il y en a tout plein là-dedans aussi, donc probablement plein de détails supplémentaires. On a ici les quêtes, pas les quêtes, mais les cartes d'aptitude. Donc ça, on va voir un peu plus tard avec notre plateau de jeu. On va retirer ces cartes, on va pouvoir venir les placer sur notre plateau et ça indique tout simplement les aptitudes qu'il est possible de débloquer en cours de partie lorsqu'on monte notre niveau de personnage. Des petites cartes ici, ça c'est des cartes lieux. Je ne sais pas du tout ce que ça représente, à part le nord, le sud, l'est et l'ouest. Nous avons ici les cartes, encore des cartes équipements, donc des équipements qu'il sera possible de trouver ou de confectionner soi-même. Par exemple, ici, les bottes de Vesh nous demandent d'avoir du bois en notre possession et c'est un équipement qui va être ajouté à nos jambes, à nos pieds, donc, et ça va nous donner une attaque supplémentaire parce qu'on remarque que les bottes ont des espèces de pics un peu partout, donc des bottes d'attaque et il y en a évidemment tout plein encore une fois. On a d'autres cartes. Encore une fois ici, je pense que le paquet doit être divisé entre des cartes équipement et des cartes quêtes. Alors on remarque ici entre autres qu'on a des équipements évidemment qui sont beaucoup plus demandants en termes de ressources nécessaires, mais aussi en termes d'aptitudes qu'ils vont nous donner. Alors là, on commence à approcher des choses très intéressantes. On a ici les achievements. Alors ça, j'ai aucune idée à quoi ça fait référence. Probablement, en fait, les différentes missions que nous avons ici. Et si nous l'avons complété
ou si on l'a complété sans mourir. Je ne sais pas si on a-tu des autocollants à placer là, aucune idée. Mais ça ici, je sais que ça représente les quêtes, là, je reconnais quelques titres. Et tiens, de l'autre côté, nous avons donc les 7 histoires et les chapitres de ceux-ci. Chapitre 1, 2, 3, 4. Héroïque et Legendary, ça doit être des niveaux de difficulté supplémentaires. Donc, on nous dit ici, je me demandais si on avait des autocollants. En fait, j'aurais dû lire les petits caractères juste ici qui nous disent d'inscrire la date où nous avons complété chacun des chapitres. Et il nous est posé, est-ce que vous pouvez tous les compléter? Et ça doit être la même chose de l'autre côté. Donc, on a simplement un objectif pour garder le compte de ce qui a été réalisé et ce qu'il reste encore à faire. Les cartons que je m'apprête à vous montrer ne sont pas simplement de gros posters avec une image d'un personnage et du texte, parce que de l'autre côté de ceux-ci, nous avons les plateaux individuels qui sont gigantesques. Ils sont énorme et à première vue, on dirait qu'il y a beaucoup d'informations sur ceux-ci. C'est le cas, mais ces informations sont tout de même assez faciles à garder en tête. Juste ici, nous avons les skills. Donc, au début de la partie, ça représente un peu comme un arbre d'aptitude qu'il va être possible de développer. C'est ici que nous allons mettre les cartes que je vous ai montrées un peu plus tôt pour développer notre arbre d'aptitude. On va mettre des petits cylindres aussi sur ces différentes cases qu'on va pouvoir progresser dans notre arbre et débloquer de nouvelles aptitudes. Nous avons les équipements ici. Donc, on devra mettre ces équipements en ordre en commençant par les jambes, par le corps, la tête et les bras. Et ici, nous avons différentes aptitudes pour nos travailleurs. Nous avons ici toutes les caractéristiques de notre personnage, la santé, l'attaque, la régénération, l'attaque à distance, le déplacement, la chance. Et on en a d'autres juste ici. Un petit résumé. Alors, ça a l'air quand même assez pratique comme plateau de jeu, bien qu'il soit très gros. Une chance, en fait, qu'on les a fait très gros. Et on a donc plusieurs personnages, chacun avec des aptitudes différentes. Donc, par exemple, nous avons ici Seshara, qui a comme skill Graveberries, Dash, Poison Bolt, Strategist, Needle Claw, Lansong, alors que nous avons ici comme autre personnage Trollier, qui lui a d'autres aptitudes totalement différentes. Donc très intéressant d'avoir ce petite asymétrie dans nos personnages. Alors on en a d'autres juste ici, je crois qu'au total on en a peut-être 6 ou 7. Ce sera à vous donc de choisir en début de partie quel personnage vous voulez incarner. Un peu plus creux, nous avons les monstres. On commence à voir justement les créatures qu'on va affronter dans ce jeu. Et dans ce jeu, les créatures sont, comment je pourrais dire, générique. Donc, il est possible de rencontrer des créatures qui sont représentées par ces espèces de petits cadres et bannières qui ne représentent pas quelque chose de bien précis, mais ce qui va caractériser la créature, ce sera entre autres les barres de statistiques et les aptitudes qu'on va y ajouter. Alors, il est possible de rencontrer cette image plusieurs fois pendant la campagne, mais à chaque fois, ça fait référence à une créature de cette famille ou de ce type, mais différente. Et tout simplement, la façon que ça va fonctionner, on va retirer cette petite tuile. On a tout de même une description en arrière. En fait, je viens de me souvenir que ça ici, ça représente des hordes ou une armée de ce nom. Donc, de Bloodletters, on a une description de c'est quoi cette armée-là, de quoi elle est composée, qu'est-ce qu'il est possible de rencontrer dans cette armée. Et les bannières, c'est tout simplement que ce carton ainsi que les autres qu'on va y ajouter vont nous faire état des caractéristiques du monstre et la bannière va se déplacer parfois sur la carte. Donc c'est tout simplement pour nous indiquer sur la carte où se trouve cette créature. Là, on commence à voir tout ce qui est en carton. Oh là là, ça se défait très facilement, mais c'était de gros morceaux. On a donc ici des petits jetons.
On a ici le plateau dont je vous parlais un peu plus tôt avec l'aiguille que nous allons avancer. Et comme je vous le disais, c'est simplement pour les étapes de jeu. Donc tôt le matin, tard le matin, le midi, l'après-midi, le soir et minuit. Donc c'est tout simplement pour garder en tête la période de jeu dans laquelle on se retrouve. Nous avons ici la vieille ferme. J'ai aucune idée à quoi ça va nous servir, mais c'est un plateau que nous allons utiliser pendant la mise en place. L'un des coins du plateau de jeu, alors ça, on va toujours avoir ça sur le plateau. On a ici Hope, qui est l'espoir. Nous avons ici l'expérience et le moral. Alors, il sera évidemment possible de perdre si l'espoir atteint 0 et si notre morale atteint 0 aussi. Et nous avons des tuiles de jeu que nous allons placer juste ici pour faire une espèce de grillage autour de ce petit coin. Nous avons un peu plus profondément, mais là, on commence vraiment à tomber dans les tuiles. Donc, nous avons les standees ici qui représentent soit les personnages que nous allons choisir en début de partie ou les boss aussi qu'il est possible de rencontrer. Donc ici, ce sont simplement les armées et les créatures, alors que les boss vont être bien précis. On a ici des ressources pour le jeu de base, donc des petits jetons de carton bien normal, là, rien de spécial à ce niveau-là. Un peu plus creux, on a encore plus de jetons, comme vous pouvez le constater. Ça ici, ça représente le poison, l'état frigorifié, on a des bannières. On a enfin quelques tuiles de lieu qui, au début de la partie, vont être placées face cachée et qu'on va retourner pour voir qu'est-ce qui s'y trouve. On a donc une armée supplémentaire, Akari Vortex. On a encore encore du carton. Et ici, on commence à avoir les barres d'état. Je vais vous expliquer de la façon que ça fonctionne. C'est lorsqu'on tire un monstre, une armée par exemple, et on sait qu'on va affronter une créature de cette armée, eh bien, on va avoir des barres comme ça, avec un nombre de joueurs et un numéro. Plus le numéro est grand, plus la barre fait état de statistiques qui sont difficiles. Et ça va toujours être placé en ordre croissant. Donc en début de partie, ce sera toujours les barres de niveau 1 qui vont être sur le dessus. On pioche une barre de niveau 1 et on vient la poser sous la créature pour voir quelles sont ses statistiques. 7 points de vie. Les aptitudes, on va piocher dans les sacs que je vous ai montré un peu plus tôt. 3 aptitudes de niveau facile parce qu'on a des cercles verts. Alors on piocherait 3 aptitudes dans ce sac-là. On a la défense, l'attaque et tout ce qui est important de savoir, l'expérience, tout ça. Donc les petites barres comme ceci. On a encore une fois, là, c'est ce qu'on va voir pour les prochaines minutes. Beaucoup de cartons, encore des créatures, des tuiles, des barres d'état. On a ici, d'ailleurs, quelques aptitudes pour les créatures selon leur niveau de difficulté, difficile et médium. On a entre autres Frost Storm All. Alors ça a l'air d'être pas très positif. On a ici Temptation, la panique, nuage de poison, donc différentes caractéristiques qu'il est possible de rencontrer. Ici, je pense qu'on est dans les boss, le Itchy, puis Bugpot Hood Fashion, ou quelque chose comme ça. On a donc leur visage avec les caractéristiques qui leur sont propres, Berserker, Fire Breath, le souffle de feu. Et là, je vais défiler. Ah tiens, ça c'est l'un de mes boss préférés. On a Uri, juste ici, le pingouin tueur. On a encore plus de tuiles, encore plus de créatures, encore plus de barres, encore plus d'aptitudes, plus de bannières. On en a vraiment des tonnes et des tonnes. J'aurais dû compter le nombre de feuilles de carton que j'ai sorti de cette boîte. Si vous avez de la patience, vous pourrez revenir un peu en arrière et les compter, me l'indiquer dans les commentaires de la vidéo. Regardez, on a tout ça de carton. C'est incroyable tout ce qui est dans cette boîte en termes de matériel. Bien évidemment, on a quelques ressources de carton là-dedans qu'on n'utilisera pas puisqu'on a la version de luxe. Mais le reste, c'est incroyable. Et qu'est-ce qu'on a au fond complètement de la boîte? Surprise! Oh là là, c'est bien incrusté dans le fond de la boîte. Nous avons, attendez un peu, je vais essayer de retirer ça de façon efficace sans tout briser. En fait, ça aussi, c'est l'un des ajouts pour la version Deluxe.
Alors ça, je ne sais pas si ça se vend séparément ou s'il faut vraiment avoir la version de luxe pour pouvoir les utiliser. Je vais vous montrer un petit exemple ici. Nous avons nos personnages en début de partie. Et bien, comme vous pouvez le constater, on aura beaucoup de cubes pour les statistiques, beaucoup de cylindres pour les aptitudes, des marqueurs aussi pour nos travailleurs. Et comme dans certains jeux, comme d'ailleurs Terraforming Mars, les gens avaient peur qu'un simple accro au plateau ou sur la table vienne débalancer ou déplacer plutôt tous nos marqueurs. Donc, comme ajout à la version de luxe, a été conçu ces petits plateaux qu'on vient apposer par-dessus nos personnages. Et maintenant, on va pouvoir placer nos petits cylindres, nos cubes sur chacun de ces marqueurs-là. J'ai des cubes qui ne sont pas nécessairement de la bonne couleur, mais on va pouvoir venir les apposer dans les emplacements juste ici pour venir marquer à quel emplacement on est rendu. Et même si notre plateau ou ça ici, ça se déplace, parce que c'est pas un plateau qu'on va venir encastrer là, et qu'après ça, on ne peut plus le déplacer. Même si on déplace comme ceci, ben, c'est facilement replaçable. On a juste à équilibrer le tout et on a quand même nos aptitudes comme ils étaient placés juste avant. Alors, ce sera le même principe pour les cylindres qu'on aura ici, pour les cartes, pour les marqueurs. Donc, très bien pensé, même si en étant un peu prudent, eh bien, il n'y a pas d'accident qui risque d'arriver, mais par précaution, ça a été bien pensé tout de même. Alors voilà tout ce qu'il y a dans la boîte. Je sais que j'ai défilé très rapidement tout ce qui est en carton, mais si j'avais pris le temps de vous montrer chacune des tuiles, chacun des éléments, je crois que vous seriez encore ici la semaine prochaine. Comme vous pouvez le constater, City of Kings est un gros jeu, est un jeu qui offre beaucoup de choses à découvrir. J'ai bien hâte de passer à travers le livret de règles pour voir s'il est aussi bien écrit qu'on le dit, pour voir si c'est un jeu qui est nécessairement complexe par sa profondeur ou peut-être par l'éventail de possibilités qui s'offre aux joueurs. Maintenant, mon prochain défi, je vous le dis, c'est de trouver un moyen de tout rentrer dans la boîte. Je suis bien content d'avoir une boîte qui est si profonde parce qu'en utilisant les petits socles les socles ou les petits inserts, en fait, je crois que ça va m'aider à ranger le tout de façon plus efficace. Mais pour ce qui est de tout ce qui est en carton, cartes et tout ça, oh là là, je crois que je vais me creuser la tête pour encore quelques heures. Souhaitez-moi bonne chance et je vous encourage à me laisser sous la vidéo vos commentaires sur City of Kings. Est-ce que c'est un jeu que vous avez backé sur Kickstarter? Si oui, avez-vous eu l'occasion d'y jouer? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Les gens le comparent un peu, d'une part à Gloomhaven, d'autre part à Too Many Bones. Qu'est-ce que vous pensez de cette comparaison? Laissez-moi ça sous la vidéo. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.